vraiment le temps comme un ennemi. Et je dirais que le temps, il me rappelle tous les jours que je suis pas encore là où je devrais être. Je me suis toujours dit que les humains qui sont malheureux en grandissant, c'est tous les gens qui n'étaient pas allés au bout de leurs rêves. Mais je me suis bien vite rendu compte que pas du tout. C'est vraiment ceux qui n'ont pas appris à combattre ce qui les emprisonne. Je ressens tellement plus de misère émotionnelle chez l'homme. C'est rare les amitiés où tu vas même en profondeur sur tes sentiments et tout ça. Je peux être parfois super critique envers mes parents, mais finalement, je crois plus tu grandis, plus en fait tu dis que tu ferais les choses comme eux. Est-ce que tu penses que tu as plus brisé des cœurs ou eu le cœur brisé? Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Arkema. Aujourd'hui, on accueille Malcolm dans On sait que le cœur. C'est un format dans lequel on aura l'occasion de parler en profondeur d'amour, d'amitié, de vices, de rêves, en bref, d'humanité. Malcolm, bienvenue. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Salut Arkema, j'espère que vous allez bien. Hâte de faire cette interview. Magnifique. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour la sortie de Fetch, ton premier projet. Fetch, c'est un mot marin pour désigner la distance sur laquelle le vent souffle librement au-dessus de l'eau, créant ainsi des vagues. C'est pour cette définition que tu as choisi ce titre. Mais si on analyse, Fetch, c'est aussi un mot anglais qui veut dire aller chercher, ramener. Mais qu'est-ce que tu veux aller chercher ? Quand on écoute le projet, morceau après morceau, on se rend compte que aujourd'hui, ce que tu veux aller chercher, c'est plus tellement la popularité, le succès. À travers ce projet, plein de réalisations, tu cherches finalement des réponses aux questions que tu te poses. Des questions sur qui tu es, sur le temps qui passe et comment tu l'utilises, sur les gens et les relations, celles qu'on a vécues et celles qu'on regrette. Tu cherches simplement déjà à sortir de la grotte, guidé par ta vision du ciel. La métaphore est parlante et ces deux images, elles sont omniprésentes dans tes textes. Les morceaux décrivent ta douleur, tes doutes, ton enfance. Ils sont enrobés de nostalgie, mais ils sont aussi enrobés d'une envie de changer. La preuve, dans Ciel, tu dis « Je sais même pas ce que j'ai à offrir, un album qui va jamais sortir. Pourtant, nous voilà pour en discuter. » On a compris que t'es un peu perdu ces derniers temps. Tu n'as pas envie de retourner de là où tu viens, mais t'es pas sûr d'aimer là où tu vas. Mais si tous ces doutes se transforment en musique, si la noirceur t'a permis de mieux discerner les couleurs, si cette souffrance a aiguisé ta plume, cette plume qui aujourd'hui arrive à toucher les cœurs, alors on comprend que Malcolm a avancé et qu'il est parti chercher ce qu'il méritait. Bientôt, c'est la grotte qui te regardera discuter avec le ciel. Ce projet, c'est 3 ans de travail et la réalisation d'une grande ambition. T'as produit l'intégralité des morceaux, accompagné et conseillé par des beatmakers et musiciens, si on se trompe pas. Tu sembles être plus familier avec le chaos qu'avec la paix, plus proche des extrêmes que de l'équilibre. Mais ce qui en ressort alors, c'est des multiples couleurs, des risques qui paient et de l'honnêteté brutale. Une recette qui marche pour faire de la très bonne musique. Bravo pour ce magnifique projet qu'on a adoré écouter. Et on invite tous ceux qui ne connaissent pas à aller l'écouter, le découvrir, le cœur ouvert. Merci. J'ai adoré cette intro. Magnifique. Tout a été dit pour moi, j'ai l'impression. C'est vrai, ouais, on n'est pas à côté. Vous êtes grave dedans. On n'avait pas les fiches, hein. My bad, my bad. T'as remarqué qu'on a tiré un morceau de l'intro du morceau Ciel, justement. Bien sûr. Si on se trompe pas, on a fait nos recherches, mais on n'est pas sûr de ce qu'on dit. C'est tiré du manga Black Lagoon. Exactement, exactement. C'est quel personnage qui dit cette réplique ? Je vais dire la vérité. Je me suis pas pris le manga, je l'ai pas regardé en entier. Je suis juste tombé sur cet extrait et ce passage et genre ça m'a frappé tout de suite. Genre c'était ces mots que j'avais besoin d'entendre et genre ça m'a inspiré le son à la seconde. Et du coup j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder l'animé. J'ai hâte de le faire d'ailleurs. Bah là on était dans le rush du projet donc pas trop eu le temps mais hâte de le faire. Exactement, exactement. Magnifique. Ça t'a parlé au bon moment. Exactement. Les messages envoyés par la vie souvent. Ouais. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur toi, sur ton art, ou est-ce qu'on se lance directement dans les questions ? Ouais, moi je pourrais dire quelques mots. En fait, si je devais vraiment définir mon art, je dirais qu'il est vrai et qu'il cherche à respecter. Le rap, c'est ma passion en fait. Donc moi, tout ce que je fais, c'est vraiment essayer de pas me foutre de la gueule du public et pas me foutre de la gueule du rap. Je veux vraiment juste faire quelque chose de vrai, mais de qualitatif surtout, tu vois. C'est vraiment important, c'est la véracité et la qualité, c'est les deux choses qui priment dans mon art et dans ma musique en général. Magnifique. Je pense que ton intention est réceptionnée, en tout cas auprès de nous, donc j'espère auprès de ton public aussi. J'espère. T'es content de comment ça a été reçu jusqu'à présent ? De malade parce qu'au final,
ça va un peu au-delà de nos attentes, dans le sens où on savait que les gens de l'industrie plus professionnelle, ils allaient se le prendre, parce qu'on n'est pas con, on sait que c'est de la bonne musique, tu vois, sans prétention, mais on sait que c'est un bon projet. Mais moi, ça a surtout été les proches. En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils comprennent autant, que je parlais parfois même d'eux, que je parlais de nos vies, de ce qu'on vit tous les jours. Et c'est ça qui m'a surpris le plus, même des gens qui sont très éloignés du style de musique que je peux faire habituellement. Ils m'ont dit, mais j'ai compris le projet. Et ça, c'est vraiment une énorme victoire pour moi. Genre. Pour l'instant, je suis très content. Et là, on souhaite juste que l'algorithme nous pousse et que ça se fasse découvrir par le maximum de personnes. Parce que, pour l'instant, chaque personne qui a découvert Fetch se l'est pris et c'est déjà une victoire pour nous. Magnifique. Effectivement, je pense que quand tu fais de l'art, tu t'inspires de ceux qui t'entourent et donc de ceux qui t'entourent. Donc c'est forcément les retours que tu attends le plus et qui te touchent le plus. Donc magnifique d'entendre que tu es ravi de ce que tes proches en pensent. Mais de ouf. Déjà, c'est là t'as gagné déjà. C'est ça, c'est exactement ça que je disais. T'es prêt? Grave. Première question. C'est grâce au temps qui passe que l'on évolue et que l'on guérit, mais c'est aussi à cause du temps qui passe que l'on regrette et qu'on périt. Tu vois le temps comme un allié ou un ennemi? Moi, je vois vraiment le temps comme un ennemi. Et je parle de ça dans le projet en général. Et je dirais que le temps, il me rappelle tous les jours que je suis pas encore là où je devrais être. Et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de mal dans la création de ce projet. Et je peux dire que je le vois aussi comme un ami parce que je fais de l'art comme si je sais que j'allais vivre toute ma vie. Dans le sens, je le dis dans Ceux qui rêvent. Je dis, je rappe comme si je sais que je serai là demain. Et ça veut dire qu'en fait, j'essaie pas de respecter certaines normes comme tu dois sortir un son tous les 2 mois. Donc dans le processus créatif, le temps n'est pas mon ennemi, mais dans ma propre vie et dans comment je vais ressentir les choses, c'est un de mes plus grands ennemis en vrai. Ok. Donc peut-être que l'alliage des deux, ça crée un équilibre au final. Peut-être. Et en tout cas, je tends à trouver cet équilibre. C'est intéressant ce que tu dis tu fais de la musique comme si tu allais vivre toute ta vie. Exactement. Là, elle est intéressante. Tu n'as pas l'urgence du coup. Non, jamais. Ou la peur de ne pas arriver au bout et tu laisses le temps au processus. Jamais. Et ça, c'est très très important pour moi, mais même pour tous les autres rappeurs avec qui je travaille. Et je pense qu'on devrait tous faire de la musique comme ça. Parce que c'est comme ça que ton truc il est vrai. Dans ces 3 ans, on avait peut-être 2-3 projets qui auraient pu sortir, mais on les a tous tèges parce que on savait que c'était pas encore ce que ça devait donner. Et les gens ont peut-être oublié que je rappais pendant ces 3 ans, mais aujourd'hui le résultat, il en valait la chandelle. Ah ouais. Mais au final, je vois trop ce que tu veux dire de tout le monde devrait faire ça parce que l'art c'est quand même une sorte de concrétisation des émotions. De ouf. C'est un peu le rap pour moi, t'essayes d'expliquer ce qu'il y a au fond de ton âme avec tes mots. Et du coup, ça cristallise toujours un instant présent. Donc si t'essayes de brusquer les choses et rentrer 10 années de vie en 2 ans parce que t'as peur de plus avoir le temps. Exactement. Tu vois, paix à son âme, mais si Renoir il savait qu'il allait mourir, peut-être qu'il n'aurait pas fait de la si bonne musique. Exactement. Et ainsi de suite. C'est ça qui fait ce qui est l'humain. Parfois on oublie qu'on n'est pas là éternellement. Mais de ouf. Est-ce que tu penses que tu es responsable de tout ce qui t'arrive? Positivement et négativement. Je pense que tu es responsable jusqu'à un certain degré dans le sens où moi je crois pas trop à tout ce qui est le destin. Je pense vraiment qu'on est maître de nos actions, mais après bien sûr il y a des contextes à prendre en compte. Je peux pas analyser tes actions comme j'analyserais les miennes. Chaque personne a son contexte et ça il faut en être conscient. C'est pour ça que je suis anti-comparaison parce que je préfère voir l'impact de mes propres actions sur ma propre vie. Là, peut-être, on peut dire qu'il y a un lien. Mais si maintenant, je dois analyser X ou X personnes pour analyser ses actions sur sa propre vie, je trouverais ça un peu arrogant et prétentieux, tu vois. Chaque personne a son contexte et c'est à nous de savoir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses dans notre propre vie. Et le contexte qui fait prendre du sens aux choses. Exactement. Et comme tu dis, même, c'est déjà galère d'analyser le résultat de nos propres actions sur notre vie. Donc, laissons les autres tranquilles. Exactement. Et comment tu fais la différence, du coup, entre les choses qui sont les résultats de tes choix et les actions de la vie, de Dieu, de je sais pas comment tu as envie de l'appeler. Du hasard, peut-être. En fait, avec le temps et surtout avec ce projet, j'ai appris à essayer de
de dissocier le résultat de la démarche, dans le sens où je sais que la démarche donne le produit. Si tu travailles et que tu te donnes à fond, tu vas réussir à atteindre ton objectif. Mais maintenant, après, le résultat, il dépend plus de toi. Je te prends l'exemple de la musique, vu qu'on est dedans. Donc, tu travailles ton projet. Au bout d'un moment, à force de travail, tu vas forcément réussir à sortir ce qui te plaît. Maintenant, comment ça sera reçu par les gens, ça t'as aucun impact là-dessus et c'est super important de se dissocier de ça parce que ça peut être assez violent, tu vois. En vrai, Le décalage. Exactement. Tu mets de toi-même dans le truc et après les gens ils le prennent comme ils ont envie de le prendre. Certains bien. Chacun avec leur contexte. C'est ça, exactement, de ouf. Et certains bien, d'autres le prennent beaucoup moins bien et je pense qu'il faut être assez imperméable à tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que finalement le seul jugement qu'on peut avoir c'est sur les intentions. Exactement. Moi c'est ça même qui définit le bien ou le mal parce que le résultat ça prend en compte trop de variables extérieures pour que ce soit un regard pur sur l'analyse de la situation. Tandis que les intentions, voilà, c'est quelque chose de construit, de ce qu'on a en nous à nouveau. Clairement, c'est beau comment tu l'as dit. La seule chose à prendre en compte c'est les intentions. Grave, je suis totalement d'accord. Maïdi. Est-ce que tu penses que la vengeance apaise l'âme ou elle la noircit? C'est la question de ma vie, ça. Je sais pas. Franchement, tous les jours, je me bats pour ne pas être dans cet esprit revanchard parce que je pense que ça sert à rien. Au fond, je sais que ça sert à rien. C'est difficile d'avoir la posture d'artiste et la façon dont on te traite, dont on te voit. Mon objectif, c'est vraiment d'être en paix avec moi-même et de plus avoir cet esprit de regarder où je serai dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Comme tu as dit, on n'en sait rien de comment les gens vont nous traiter. Il faut juste pas y prêter attention, mais j'ai beaucoup de mal à faire ça. Honnêtement, je suis quelqu'un qui de base a cet esprit très très revanchard. Après, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, il s'agit de comprendre qu'en fait les actions des autres, c'est juste un reflet de leurs intentions. Tu sais, souvent on est juste les objets sur lesquels ils projettent un peu des choses qui vivent, qui souffrent. Exactement. Mais finalement, ça a très peu de rapport avec le rappeur. Une passionnée. Je te jure, ça a très peu de rapport avec nous-mêmes. Mais grave. Ouais. Mais c'est difficile parce qu'on reste que des humains et c'est difficile parfois de ne pas être heurté par les autres. Bien sûr. Et je sais même pas si sans cet esprit de revanche, je serais allé au bout de mon projet aussi, tu vois. Est-ce que cet esprit de vengeance ou cette envie de vengeance, elle vient quand même d'une envie d'être compris quelque part? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, compris, aimé, vu. Ouais, ça englobe tout ça, clairement. Tout le monde est obligé de t'aimer. Exactement. Et ça, c'est d'ailleurs, le fait que tu me parles de ce tag, c'est une dinguerie parce que je trouve ce tag quand je commence dans le beatmaking, donc il y a genre 6-7 ans, donc rien à voir avec Fetch, rien à voir avec le projet. Et là, en finissant le projet, je le vois, je me dis, mais what the fuck, c'est genre le projet parle de ça, c'est ouf. Est-ce que tu penses que tu as plus brisé des cœurs ou eu le cœur brisé? En amour, je pense avoir plus brisé de cœur. Et en amitié, je pense avoir plus eu le cœur brisé. Ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux. Pourquoi est-ce qu'en amour, tu as ce rôle un peu de bourreau et en amitié, tu as ce rôle de victime, même si c'est des mots un peu forts? Ouais, bien sûr. Je sais pas si je saurais t'expliquer pourquoi il y a cette différence entre les deux. Je me tire juste de ce que j'ai vécu ces dernières années. Je sais qu'en amour, j'ai beaucoup de regrets, beaucoup de choses à me faire pardonner et que je regrette, alors qu'en amitié, je suis plus dans ce truc où j'ai quand même l'impression de ne pas avoir parfois été compris, pas avoir parfois été aidé, tu vois. Tu penses que, est-ce que ça pourrait être lié avec le fait que tu abordes l'amitié avec le cœur plus ouvert que la façon dont tu abordes l'amour? C'est très très possible. Parce que c'est vrai que bizarrement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de barrières en amitié. Moi, je suis toujours avec mes potes depuis tellement longtemps. Ça n'a jamais bougé. Et je pense que l'amitié, au final, c'est quelque chose qui s'apprend moins que l'amour. Et moi, j'ai l'impression de ne pas avoir appris à aimer correctement, tu vois, en amour, alors qu'en amitié, ça se fait beaucoup plus naturellement. J'ai l'impression qu'il y a moins de codes peut-être à maîtriser. C'est ouais, intéressant. Je dis ça, je suggère ça parce que je trouve que souvent c'est quand on est dans une posture de méfiance que finalement on devient une arme, tu vois. Et qu'on peut potentiellement blesser les autres parce que les barrières elles font que tu risques dès que quelqu'un essaye de te caresser un peu. Et tandis que
Quand t'arrives avec le cœur ouvert, moins de méfiance, mais moins de code aussi, comme tu dis. Peut-être moins de peur, parce que moins de code. Exactement. Bah là, du coup, c'est le contraire. Tu risques plus d'être blessé ou déçu. De ouf. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça, mais quand tu regardes en amitié, t'as moins peur. Enfin, je pense que c'est la même chose pour toi. C'est comme s'il y avait moins d'enjeux. Exactement, alors que pas du tout. C'est ça le pire, pas du tout. Au final, les plus grandes relations de ma vie, c'est des amitiés. Non, mais c'est dingue. Parce que finalement, tu vois, c'est comme si on s'est déjà fait cette réflexion 1000 fois, comme quoi parfois tu te permets tellement plus de choses, tu traites pas forcément mieux. Tu te mets moins d'efforts parfois dans tes amitiés. Clairement. Dans l'amour, alors au final, les piliers de notre vie, c'est clairement. C'est totalement ça. Et j'avais pas pensé, mais ouais, grave. De toute façon, si l'humain était logique, ça se saurait. On peut pas faire ce qu'on a maintenant. Grave. Dans la scène, tu dis, elle a touché mon cœur et ma tête. Depuis, j'ai tellement la haine. J'ai pas peur de la faucheuse, tu sais. J'ai peur de ce que je lui laisserai. Des sourires et des gens qui m'aiment. Pourquoi ça t'énerve d'être amoureux? En fait, à ce moment-là, je parle pas vraiment d'amour. Je parle de la mort. Et en fait, ça va un peu avec ce que tu me disais avant, de tout ce délire du temps qui passe. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est qui je serai au moment où je vais mourir, tu vois. Donc, j'ai pas peur de la faucheuse. Oui, exactement. J'ai pas peur de la faucheuse, tu sais. J'ai peur de ce que je lui laisserai. C'est qui je serai quand je vais mourir, qu'est-ce que j'aurai accompli. Et c'est vraiment plus ça qui fait peur que de partir. C'est vraiment ce truc de besoin d'accomplir, besoin d'être vu avant de mourir, en fait. Ouais, la peur de pas être satisfait de ta vie le jour où Exactement. Je partage ce problème. Et je pense qu'on passe à côté de la vie en étant de malade. Ça te rapproche de choses ultra superficielles finalement. Exactement. T'éloignes de la vérité. De ouf. Et je remarque de toute façon tous les gens comme ça, ils ont tellement plus de mal à vivre même dans le moment présent. Bah, comme tu dis, ça te bousille beaucoup de moments de vie, je pense, ce genre de réflexion. Parce qu'au début, tu dis, elle a touché mon cœur et ma tête, depuis j'ai tellement la haine. Là, tu parles de qui? Là, c'est pareil, c'est la faucheuse toujours. Ouais. Okay. C'est la réalisation. Exactement. C'est la haine de putain, un jour je vais mourir. Et j'espère que ça arrive pas bientôt là, parce que là, pour l'instant, j'ai rien fait du tout. C'est quelque chose qui rentre dans ce processus de haine, quoi. Ok, intéressant, merci. Du coup, t'as esquivé en beauté notre question sur l'amour. Donc, tu l'as posé quand même. Allez, fort. Est-ce que tu penses que t'as peur d'être amoureux? En lien avec ce qu'on disait tout à l'heure? Non. Je pense que j'avais peur d'être amoureux. Et maintenant, je sais la valeur que peut avoir l'amour dans une vie. Et j'espère retrouver ce sentiment incessamment sous peu. J'ai plus du tout peur d'être amoureux. J'ai juste peur de mal être amoureux, surtout. De pas me comporter comment je devrais me comporter en étant amoureux. C'est surtout ça. Tu parles souvent de ses yeux qui tremblent. Ouais. Explique-nous cette image. Je rentre dans les failles. C'est toi qui sais. Ça s'appelle on dissèque ton cœur. Bah ouais, en vrai, on est là pour ça, de toute façon. C'est ça, soit je ferme ma gueule, allez. Ces yeux qui tremblent, c'est une caractéristique que j'avais remarqué chez une personne que je fréquentais avant de commencer le processus créatif de Fetch. Et j'aime bien, quand j'écris, m'accrocher à des détails parce que je trouve que c'est ça qui donne du sens aux choses et qui les rend uniques. C'est quelque chose qui m'avait intrigué chez cette personne. Et du coup, j'ai gardé ce détail. C'est pour ça que j'en parle souvent. C'est même pas pour qu'on puisse reconnaître qui c'est ou quoi que ce soit. C'est juste pour appuyer ce côté détail, tu vois. C'est super important pour moi. Pour montrer que tu l'as suffisamment observé. Exactement. Je le dis, j'espère que je te coupe pas une de tes questions futures, mais je le dis dans la bombe. Je dis qu'est-ce que j'aime moi si j'ai plus nos détails. Je trouve que c'est les détails que tu as avec les gens dans tes relations qui les rendent spéciales. C'est ça qui montre que toi et moi on se connaît plus que je connais X ou Y, tu vois. J'aime bien mettre ça dans l'écriture. Je trouve ça tape directement, quoi. 100%. Je suis d'accord avec toi et comme tu dis, au final, je pense que les humains, on se ressent beaucoup plus que ce qu'on pense les uns aux autres. Donc finalement, ce qui nous différencie, c'est des détails. Exactement. Et l'observation, le souci des détails, c'est une preuve d'amour. De malade. Merci pour la confiance et le partage. Bien sûr. Faites-en bon usage. Faites attention.
Pourquoi est-ce que tu penses que de nos jours, les hommes ont plus de mal à s'engager? Je pense que les hommes, je sais même pas si les hommes ils ont plus de mal à s'engager. Moi j'ai plus l'impression qu'ils ont beaucoup moins les occasions de s'engager. Dans le sens où, et je parle pas de moi, je parle vraiment des hommes en général. Exactement. Je ressens tellement plus de misère émotionnelle chez l'homme, que ça soit en amitié. C'est rare les amitiés où tu vas même en profondeur sur tes sentiments et tout ça. Et pareil en amour, tu vois, je remarque autour de moi tellement moins d'hommes sont dans des relations que de femmes. Et je pense juste qu'aujourd'hui, c'est le marché de l'amour, pas de la séduction, de l'amour, il est moins accessible à l'homme. Et je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je sais pas si c'est vraiment un problème d'engagement ou d'occasion, tu vois. Ok. Ouais, est-ce que tu veux dire que peut-être les femmes, elles sont plus en maîtrise de ce jeu-là ou de ces choix-là autour de l'homme? Peut-être. Après, je veux pas trop rentrer dans des différences de genre parce que ça m'intéresse pas, mais j'ai l'impression que les femmes ont plus de facilité à trouver un partenaire que les hommes. Et je saurais pas du tout t'expliquer pourquoi. Comme si elles avaient un meilleur détecteur. Peut-être, ouais, peut-être, clairement, peut-être. Mais moi, je trouve que ça fait du sens pour une raison très claire et je pense sur laquelle on peut être d'accord sans souligner un cliché ou un préjugé. C'est qu'en vrai, dans la société actuelle encore, les hommes, ils sont beaucoup moins encouragés à vivre leurs émotions que les femmes. Ouais. Du coup, quand je disais dans une ancienne interview, une des premières, je crois, je disais, c'est comme tu dois apprendre à dresser un dragon, tu vois. Bah, si on t'a jamais appris à le faire, tu vas galérer. Et juste, nous, toute notre enfance, on nous permet de vivre nos émotions. On est défavorisés sur d'autres choses, les femmes. Mais ça, c'est une chose pour lesquelles on nous pousse, on nous tient, on nous motive à vivre nos émotions, à les exprimer, à les partager. Et du coup, même entre potes, entre copines, on parle beaucoup de ce qu'on ressent et les hommes beaucoup moins. Moi, j'ai plein d'amis garçons et je me rends compte, tu vois. Je parle avec eux et tu sens que c'est rare ou c'est comment dire, c'est un peu précieux le temps qu'ils peuvent avoir même à parler avec des femmes en amitié parce qu'entre eux c'est hyper rare qu'ils puissent parler de ce genre de choses. Mais grave. Et voilà, et du coup pour moi, c'est un truc sociétal, ça, pour le coup. Ouais. C'est triste. Mais clairement. Parce que c'est un impact sur toute ta vie, au final. Bien sûr, et tu gazes des relations bêtement pour ça. Bêtement. Tu sens ce décalage, tu regardes les premières relations amoureuses d'un homme ou d'une femme, quand t'as l'impression que les femmes, toute leur vie, elles ont su comment être en couple, alors que les hommes, c'est des catas dans leur premier couple, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Au-delà d'une peur de l'engagement, je pense juste que les hommes savent beaucoup moins s'engager, en fait, tu vois. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de peur. Moi, je pense qu'il y a un truc de trop de choix. Ouais, possible. Possible, des graves. Les hommes, ils sont super sensibles à la nouveauté. Oui, bien sûr. De nouveau, je ne vais pas faire une règle. Mais il y a un truc un peu de nouveauté, de distraction. Mais de nouveau, ce qui est un peu inculqué par la société en grandissant. Un petit garçon va le pousser à jouer, va la pousser à ressentir. Ouais, de ouf. Et du coup, si on t'a toujours appris à être dans le jeu, dans un peu le divertissement, bah on te donne plein de meufs disponibles, bah tu vas vouloir jouer avec toutes plutôt que de ressentir fort avec une. Grave. Et c'est très quelque chose en vrai de notre époque surtout. Ouais, clairement. Dans Godspeed, tu dis « La Terre s'approche de moi et je suis effrayée. C'est à ce moment que je dois tout gâcher. Est-ce que je suis plus sage qu'avant? Je croyais que c'était les hommes qui n'accomplissaient pas leurs rêves. C'est les hommes qui ne se détachent pas de leur chaîne. » Quelles sont ces chaînes? En fait, ces chaînes, ça peut tout être en fait. C'est ce qui, toi, t'emprisonne. Tu vois, c'est propre à chacun. Moi, ce qui m'emprisonne, c'est ce besoin d'être aimé, d'être vu. Pour toi, ce sera autre chose. Je dis les hommes, mais c'est les hommes avec un grand H, hein, vraiment. Quand j'ai commencé ça, je me suis toujours dit que les humains qui sont malheureux en grandissant, c'est tous les gens qui n'étaient pas allés au bout de leurs rêves. Mais je me suis bien vite rendu compte que pas du tout. C'est vraiment ceux qui n'ont pas appris à combattre ce qui les emprisonne, tu vois. C'est très important et ça prend toute une vie d'arriver à réparer ce truc qui est ton trauma et pourquoi t'as autant envie. Exactement. À nouveau, je suis d'accord. Avant de réaliser ses rêves, il faut déjà être soi-même et savoir quels sont nos rêves. Et pour savoir quels sont nos rêves vraiment, je pense qu'on est obligé de passer par se détacher de nos chaînes. De ouf. Clairement. Ça fait 20 minutes, j'ai un noyau entre les mains. Moi, je suis là en train de... Elle fait quoi là? Vous voulez boire un peu vous aussi, mes pauvres? Ouais, pour ça, on est en train de tuer les olives même. Vous savez, on est trop bien, ils ont Vous rien. voulez pas prendre des olives? Sans vin, sans...
C'est ton prénom à part ça, Malcolm? C'est mon deuxième prénom. Ton deuxième prénom? On s'est rencontrés l'autre jour dans un autre format. Ouais. Tu nous as parlé de ton admiration et de ton amour pour la musique de Makala. Et tu nous as dit que selon toi, si Genève n'avait pas pété avec Makala, elle ne pèterait jamais. Ouais. Du coup, toi, qu'est-ce qui te motive à faire de la musique si tu penses que Genève ne pètera jamais? Parce que déjà, premièrement, je fais de la musique parce que j'aime ça, au-delà de vouloir péter. Bien sûr, j'ai envie de péter, mais au-delà de ça, c'est parce que j'aime ça. Et parce que tu peux très bien péter en tant qu'artiste sans forcément être reconnu en tant qu'artiste genevois. Par exemple, je te prends l'exemple d'un Runa. Je pense pas que la plupart de ses auditeurs viennent de Genève. Et carrément même le contraire. Tu parles de Runa à Genève, hors rap genevois, hors des gens qui sont dans le milieu. Ils ne te connaissent pas, alors que... Il y a plein de Français d'ailleurs qui ne savent pas qu'il est genevois. Exactement. Et puis il a sold out l'Olympia en 24 heures, alors qu'il a fallu 2 mois pour sold out l'Olympia. Ça veut tout dire. Ouais, En fait, je te parle vraiment plus de Genève en tant que mouvement. Exactement. Comme ce qu'on a pu voir avec les rappeurs de Bruxelles. Une sorte d'appel d'air. Exactement. Ça, C'est le plafond vert. En fait. Exactement, exact. Comme je dis, je suis à Genève malgré le plafond. Ça veut juste dire, genre, je fais, j'avance. Je sais qu'il y a un plafond de verre ici qui, à mon avis, ne sera jamais pété. Mais ça veut pas dire qu'en tant qu'artiste de toi-même seul, tu peux pas t'en sortir, tu vois. C'est vraiment plus ça que je voulais dire. Je suis pas là en train de dire tous les mecs de Genève, arrêtez le rap, vous êtes morts. Du tout, du tout. Non. Ce que tu veux dire, c'est que tu crois moins Ouais. à l'avènement de Genève, Ouais. de groupes portés par la ville. Exactement, et portés par le public. exactement. Je sais pas. Dommage, j'espère. Bah, j'espère. Je pense que tu crois plus que moi à ça. Moi, vraiment, en toute honnêteté, quand j'analyse le rap genevois actuel, en tout cas les rookies, donc les gens de à peu près mon stade, je vois pas de Makala ou de Varnish en devenir. Sans dire qu'ils sont nuls, c'est juste que là, moi je te parle, et c'est vraiment à mes yeux, je te parle de génie de la musique, tu vois. Là, je vois pas de génie. Et au-delà de ça, qu'avait cette ambition de porter la ville. Exactement, en plus. Tu vois, Makala, il a dit longtemps, je suis le maire de la ville. Et il a mis Genève en avant. Exactement. Personne Exactement. n'a fait, en vrai. Exactement. En vérité, et ça, c'est une force aussi que, j'avoue, on retrouve pas. Même la Super Wack, les Extreme Boys, c'était porter Genève comme un étendard. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est moins... Mais même tu regardes l'équipe, c'est rare d'avoir d'autant bons rappeurs. Je te prends un Varnish, un Makala, un Maero. Ouais. Juste ça, déjà, c'est exceptionnel. C'est rare. Ça arrive tous les 20 ans même dans une ville. Mais je vois ce que tu veux dire, en tout cas un petit peu ce petit... bon, ouais. Vous n'avez pas reconnu ce que eux... C'est ça, c'est ça. Quoi, de malade, de malade, de malade. On a pu observer que tu étais souvent entre deux extrêmes, rongé par le doute. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu doutes autant? Je crois que je me suis toujours construit dans le doute. Dans le sens où j'ai rien fait de ma vie sans douter. Donc d'une certaine manière, je dois tout au doute. Et en même temps, tout ce qui a été négatif dans ma vie, c'est aussi à cause du doute. Et ça, c'est des choses, même j'en ai discuté avec des proches, des amis. J'ai l'impression juste qu'il y a des gens qui naissent avec ce besoin de tout le temps douter, tout remettre en question, tout réfléchir. Et ça fait mal à la tête, mais ça te permet de quand même atteindre parfois des niveaux d'analyse, même tout court des niveaux dans ce que tu fais assez intéressants. Et en même temps, tu perds une sorte de instinct, voilà, instinct exactement. D'intuition même. Voilà, intuition, instinct. Et là en ce moment, je suis en train de travailler sur ça dans ma musique pour la suite parce que je sais pas du tout, tu connais Jeune Mortier un peu. Je me suis pas mal pris, voilà, je me suis pas mal pris la claque et genre tu sens que c'est de la musique d'instinct. Clairement. Et c'est un truc c'est spécial. Ouais. Genre un mec qui travaille pendant. Exactement, de ouf, de fou malade. Et un mec qui travaille pendant 20 ans, s'il fait pas confiance à son instinct, il va pas forcément y arriver, tu vois. Alors que certains. Je pense que tu travailles à mort pendant plein d'années, tu peux atteindre le niveau d'un Makala, d'un Varnish. Mais cette musique d'intuition, je commence à me dire qu'elle a encore plus de valeur peut-être, tu vois. D'accord avec ça. Je pense qu'en vrai, il y a quelque chose de l'ordre de... Quand tu es dans la suranalyse, du coup, tu es dans la pratique. Et donc,
t'es en train de... Ça aide à la technique, Ouais. je pense. De ouf. Tourner vers l'extérieur, t'es tourné vers la théorie, vers la science, vers De ce qui ouf. te rend bon. De ouf. Mais de ouf. quand t'es à l'instinct, t'es tourné vers le cœur. Exactement, Ça, exactement. tu travailles pas. Exactement. Mais grave. Je pense que c'est logique que dans Fetch, j'ai été vraiment beaucoup moins dans l'instinct parce que je pense que j'avais quelque chose à me prouver à moi-même. C'est un virage. C'est ça, et aux gens. l'impression. Exactement, C'est un de virage, ouf, ce de ouf, projet. de ouf. Là, juste là, le projet il est sorti il n'y a pas longtemps et je me sens déjà tellement beaucoup plus libéré. Parce qu'en vrai, quand tu sors rien pendant 3 à 4 ans, tu psychotes tellement sur ce que les gens ils vont penser alors que au final, ils kiffent, tu vois. Place pour l'intérieur. Exactement. Pour l'imagination. Exactement. Et quand t'as un cerveau de overthinker un peu Ouais. comme ça aussi, Ouais. de ceux qui analysent beaucoup, et j'apprends aussi à essayer d'être plus dans l'instant présent, dans l'intuition. Mais le problème, c'est que le moindre vide, tu le remplis, quoi. Il faut Exactement. apprendre à observer le vide. sans Exactement. vouloir en faire quelque chose. De fou, de fou. Et ça, c'est très dur par contre. Très dur. Très, très difficile. Et ça s'entraîne. Ouais, ouais. Je pense qu'on ne veut pas s'entraîner à vraiment regarder le cœur et sortir les choses du cœur. Par contre, on peut s'entraîner à être plus intuitif. Et Toi, tu sais comment ça s'entraîne? Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a la méditation, ça je ne Ouais. sais pas trop. J'ai Mais il y déjà a plusieurs entendu. Ouais. formes de méditation. La méditation, c'est pas forcément le truc un peu spectaculaire de technique. Ouais. C'est pas forcément ça, Ouais. tu vois, c'est juste travailler un peu l'instant présent. Mhm. Et je pense qu'il y a tout le recul que tu peux faire sur tes pensées, te dire que t'es... En fait, dissocier les pensées de toi-même. Te dire Ok. qu'en fait, les pensées, elles passent. Et une émotion, scientifiquement, ça a été prouvé qu'elle dure 3 à 5 secondes environ. Ok. Le reste, c'est le fait que nous, on l'entretient. Ok. Donc te poser en spectateur de tout ça, ça permet de prendre du recul et d'être beaucoup plus dans le laisser passer. C'est le lâcher prise en fait. Ok, C'est ouais, ça qu'on grave, appelle le grave, lâcher grave. prise. C'est en fait j'observe plus ce que je ressens plutôt que d'être à l'intérieur toujours. Et donc je choisis si je veux rester et m'asseoir dans cette émotion ou la laisser partir. Et ça laisse beaucoup plus de place au cœur parce que du coup, si il y a une salle qui est vide, bah ton cœur il est plus à l'aise de la remplir. S'il y a Grave. 200 personnes, bah là t'es dans l'analyse, dans le fait de Grave. réfléchir, on met où ça, attends, il y a 25 émotions, il faut que je sache comment les trier, il faut juste laisser couler. Et ça reste bien. Après je dis ça, j'y arrive t'es en beaucoup cours mieux de- qu'il y a oui, quelques oui, années, oui. mais j'y suis pas encore tout à fait. Mais c'est intéressant ce truc de l'émotion qui dure genre 3 à 5 Ouais. secondes et après c'est toi qui psychotes en fait. l'entretien. Mhm. C'est d'art ça, de fou. dingue, hein. De fou. Dire on est Je savais des pas fous, du tout. vraiment. Parce que moi l'émotion elle Pire ennemi, dure. ça c'est De très fou. vrai. De fou. Tellement vrai. Et après aussi, je pense une technique pour écouter le cœur, c'est de se détacher du regard des gens, Ouais. enlever la peur, de prendre la peur comme un signal de quelque chose de bon plutôt que comme un frein. Ok. De dire si j'ai peur, c'est. Après, faut pas être bête non plus, il y a un danger, un danger. Oui, Et oui. dans tout ce qui est émotionnel, la peur, je pense que si tu la vois plus comme une sorte de signal que tu es en train de sortir de ta zone de confort, que tu vas faire les choses autrement, bah, c'est un peu reformater ton cerveau à penser autrement. Dès que j'ai peur, faut que j'y aille. Ouais. Justement. Ouais, Ça grave. doit pas me retenir. Et après, dès que tu commences à agir avec le cœur, je pense que ça fait du bien et tu le ressens. Et ça, c'est une boucle positive aussi. Grave. Et ça apporte tellement de bien. Moi, les décisions que j'ai pu prendre avec le cœur ces derniers temps, t'as le sentiment que les étoiles, elles s'alignent. Ah, tu sens la différence. Ok. T'es tellement plus proche de toi-même. Après, il y a toujours des choses qui te dévient un petit peu de cette voie dorée là. J'ai hâte de voir les étoiles s'aligner. Je te souhaite de les voir s'aligner. Elles s'aligneront. Quelle est l'image que tu as de toi? C'est une bonne question. Je pense que je suis un mec super talentueux, super travailleur, déterminé et malheureusement qui a tendance à trop douter, trop tout réfléchir, bah, c'est ce qu'on disait, qui a beaucoup encore, je pense, à apprendre dans sa façon de gérer ses relations, surtout amoureuses. Ouais, humaines et amoureuses, plus particulièrement. Et est-ce que tu penses que cette image, c'est la même que celle que tu reflètes aux autres? Surtout les qualités. J'ai l'impression que les gens voient moins mes défauts par rapport au fait que je faut être très proche de moi pour connaître ces défauts. Et je suis pas quelqu'un non plus qui raconte toute sa vie à tout le monde, donc c'est surtout les qualités, tu vois, les trucs que je vais mettre en avant moi, vu que j'ai décidé de les mettre en avant. Et en général, on met en avant que les bonnes choses, tu vois, donc surtout les qualités, ouais, je pense que... Là, maintenant, tu fais de la musique, donc... Voilà, donc là, maintenant, en vrai, j'ai tout donné, ça y est. De ouf, ouais, de ouf. Ouais. On pose cette question parce Ouais. que je pense qu'en vrai, une des meilleures aussi solutions pour être plus proche de son cœur, c'est que ce qu'on a au fond de nous et ce qu'on dégage, ce soit le plus proche possible. Et je pense que ça, c'est aussi une des solutions. Ça veut dire qu'on est honnête. Et Ouais. l'honnêteté, c'est Ouais. aussi un chemin vers le cœur parce que
plus tu es honnête, plus tu dégages quelque chose que les gens vont recevoir et eux, ils vont être là pour ce que tu as à l'intérieur. Vraiment. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc de connexion vraie quand tu es honnête, quand tu es proche de toi-même. Et voilà. Bah ça, tu vois, c'est quelque chose que j'arrive que à le faire dans ma musique. Je pense que le seul moment où je suis vraiment genre proche de la réalité, dans ce que je renvoie, c'est dans la musique. Dans la vraie vie, je suis beaucoup plus, on peut dire, superficiel, tu vois. C'est genre moins tendance à refléter qui je suis vraiment. Mais pareil, j'essaie de travailler sur ça, tu vois. Peut-être que du coup, c'est pour ça que tu as choisi la musique. Exactement, pour des gens. exactement. C'est intéressant, tu nous diras dans quelques temps si tu as l'impression que du coup, tu as fait des rencontres en lien avec la profondeur que ta musique apporte. J'espère. Parce qu'au final, ça permet que même si tu connais pas les gens, tu vois, nous aujourd'hui on discute, je pense qu'on rentre par une porte qui est déjà bien plus deep que ce qui s'est passé si on s'était croisés en soirée. Clairement. Ça, c'est grâce à ta musique. Donc. Merci Fetch. Merci Fetch. On en a déjà discuté un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous parlez beaucoup de vos émotions avec tes amis? Moi, j'ai la chance d'avoir un petit quatuor où, bizarrement, alors que c'est très rare hein, pour des garçons, on a tendance à vraiment rentrer dans justement l'analyse de pourquoi c'est comme ça, tout remettre en question. Ça peut avoir tendance à être un peu néfaste, mais moi, je vois ça comme une chance parce que quand je vois autour de moi mes amis moins proches, garçons, tu sens qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir être aussi vrais avec leurs amis. Et ça, c'est une chance, vraiment. C'est une chance, je pense aussi. De ouf. C'est parce que toi, t'es comme tel que t'as pu les rencontrer, mais c'est parce Exactement. que vous êtes que t'es capable Exactement. Exactement. Et c'est arrivé super naturellement, c'est pas genre... on s'est dit on va être un groupe de paroles ou autre, tu vois. On va être un groupe de paroles, j'adore. Chacun est choisi en fonction de ses compétences. Dans la scène, tu dis, je suis frustrée, j'ai frappé mon frère, c'est comme ça qu'on se dit qu'on s'aime. Cette phrase, elle nous a fait penser au son The Quin Theory dans le dernier album de Youssoupha, dans lequel il cite The Quin en disant The Quin a dit la haine, c'est la version Kaira de la tristesse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? De malade. Tout juste, carrément, il l'a mieux dit que moi. Je pense que tu vois, surtout entre garçons, quand ça a tendance à mal aller, on va plus être dans ce délire de frustration, colère. Parce que ouais, genre, tu vas pas te poser entre garçons et commencer à pleurer, dire ça va pas, mais ça va plus générer des tensions, quoi. Et ça, je l'ai écrit. Ça, en fait, ça représente juste trop de soirées où t'es là, t'es dehors, tu refais la même soirée 100 fois, avec les mêmes personnes, et vous parlez de tout ce qui va pas encore, et ça génère trop de frustration. Cette phrase, je la vois plus comme un hommage, quelque chose que j'ai envie de réécouter plus tard quand on sera au top avec mes frères et qu'on se dira putain, ça c'était avant quoi, tant mieux. Maintenant, aujourd'hui, on sait faire autrement. Voilà, exactement. Mais oui, moi je suis hyper touchée par cette phrase, on est hyper touchée par cette phrase parce que je pense que en vrai c'est la même chose la haine et la tristesse. C'est juste une façon différente de gérer la peine. Finalement c'est la peine du cœur. Je pense que c'est ça la base, la source. Et la tristesse c'est quand tu sais l'exprimer comme tel. Ouais. Et la haine c'est quand t'as pas les clés, les opportunités ou le contexte pour le faire. C'est ça. Ouais. Il y a peu de gens méchants, il y a beaucoup de gens. Exactement, mais de fou. Et ça, en fait, quand tu commences à analyser les gens, tu vois que genre les gens ils font des trucs méchants, c'est pas sans raison. Genre il y a toujours quelque chose derrière en vrai de vrai. D'où le fait qu'il faut pas l'interpréter personnellement. Grave. Dans Godspeed, tu dis 6 bougies, c'est pas beaucoup. On me demande si je préfère le noir ou le blanc. Tonton me frappe, j'aime pas ses coups. Alors je réponds. Ils sont tous fâchés. Ils me disent le blanc, t'es mal tombé. À cet âge-là, c'est pas parler, c'est juste apprendre le poids des mots. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris en grandissant dans une famille métissée? Ce que j'ai appris, c'est juste à me faire aimer par tout le monde, cette capacité d'adaptation. Je pense que j'ai rien à voir quand je suis avec ma famille blanche que quand je suis avec ma famille noire. Et en vrai, c'est toute une gymnastique. Dans Godspeed, j'essaie juste de chercher les réponses de pourquoi j'ai autant besoin d'être aimé. Et je fais la théorie que peut-être ça vient de là, du fait que genre j'ai toujours été dans ce processus d'adaptation aux gens et de plaire aux autres. C'est limite de la schizophrénie, un peu de la bipolarité plutôt, mais ouais, c'est ça que je voulais dire. T'as tellement dû faire le caméléon que finalement tu changes de couleur malgré toi. Quoi. Exactement. C'est vraiment une des réponses au projet. Je pense que c'est une immense qualité. Oui, en plus. Mais c'est très dur. Je pense que c'est la qualité par contre la moins compatible avec le fait d'être soi-même. Exactement. Je dis souvent ça, je dis tu me mets partout, ça va très bien se passer. Mais est-ce que je vais prendre vraiment du plaisir? Est-ce que ça va être des moments vrais? Pas sûr, tu vois. Si un jour tu seras père
qu'est-ce que tu feras différemment que tes parents? Tu sais, le pire, c'est que je peux être parfois super critique envers mes parents, mais finalement, je crois plus tu grandis, plus en fait tu dis que tu ferais les choses comme eux et je changerais pas grand-chose au final. Non, franchement, je changerais rien. Et je remarque, les gens ils disent souvent ça, qu'au début tu es très critique et après plus t'avances, plus tu dis qu'au final tu ferais les mêmes choses qu'eux parce qu'il y a une réalité derrière. Tu peux pas faire les choses comme si on vivait dans un monde de rêve. Tu dois préparer tes enfants à certaines choses. Puis leurs erreurs nous ont forgés aussi. Exactement. Des fois on oublie que nos parents c'est des humains aussi, tu vois ou pas? De ouf, de ouf. Je me souviens que j'ai eu cette réflexion un peu après l'adolescence, j'étais là, mais en fait, c'est des humains. Enfin, tu vois, grave, ouais. Aujourd'hui, ils les avaient. Mais bien sûr, bien sûr. Exactement, tous les parents pour la première fois. Grave. Très beau. Dans Godspeed, tu dis, mais voilà, un jour grand-mère a des tranchées au front. On me dit que c'est la guerre du temps et puis des gens qui pleurent sur des pierres. Moi, j'en veux plein sur la mienne. Explique-nous cette phase. C'est très bien que tu me poses la question sur cette phase parce qu'au final, j'ai remarqué que c'est une phase qui n'a pas été assez comprise par les gens, qui est même un petit peu sous-cotée, j'aurais dit. En fait, je voulais juste dire que, tu sais, ça parlait de ce qu'on disait au début de l'interview où tu parlais du temps qui passe. Quand je dis grand-mère a des tranchées au front, je parle des rides en fait. J'aime bien faire ce lien, comme si le temps c'était une guerre en fait. Du coup les tranchées, le front qui peut être le visage, mais le front pour la guerre. L'image des batailles qu'elle avait. Exactement. Et c'est ce truc, au final, on est tous en guerre avec le temps. Et après, moi, je rebondis en disant que c'est la guerre du temps et des gens qui pleurent sur des pierres. Moi, j'en veux plein sur la mienne. Et au final, je dis toute ma problématique. En fait, je dis juste que j'ai juste envie que quand je meurs, je sois reconnu et kiffé. On était grave deep, les gars. Putain. J'aurais jamais pu rester sérieux, désolé, putain. Le gars, il a trop choisi son moment, putain. Le parallèle entre la mort et la vie, quoi. Excusez-moi, T'inquiète. Carrément, vraiment, ça me dérange pas de la laisser comme ça. Moi, je trouve ça grave stylé. C'est la vie, c'est ça, au final, non? Attends, mais t'en étais où, du coup, tu disais? Ouais, je disais. La problématique de... Ouais, en fait, c'est ça qui traverse tout fait. L'histoire de ta vie. Voilà, j'ai juste envie de mourir en ayant accompli quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'art, parce que je trouve que c'est peut-être pas le truc le plus reconnu par la société. C'est pas le truc qui, financièrement, à moins que ça marche, qui va te mettre en avant, mais comment tu marques les gens, tu peux pas faire ça autrement, quoi. C'est le business des émotions. C'est ça, voilà, tristesse business. Bah oui. C'est vraiment juste ça, tu vois. Donc effectivement, je pense que c'est le chemin le plus court vers le cœur. Pas forcément le chemin le plus court vers la richesse. On est bien d'accord. Exactement. Magnifique. Merci pour le partage. Bien sûr. On arrive à la fin de l'interview. On va te poser quelques questions qu'on te pose souvent. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans ta ville? Dans ma ville, je préfère c'est là. C'est ça, c'est l'été, à Genève, 20h, 21h, coucher de soleil, le calme, la détente, 2-3 potes, pas plus. Et juste... Non, t'as vu. En vrai, c'est trop dur. Non, j'essaie de me concentrer, mais... En fait, c'est une dinguerie, le pain, il est arrivé vraiment à un moment, genre, c'est trop une dinguerie. C'est grave marrant, en vrai. C'est trop drôle, les choses simples de la vie. Voilà ce qui nous réunit, tu vois, on pense plus que ce qu'on pense. Hein. Un petit paix, tout le monde se voit. Ok, donc tu disais Genève, 21h l'été, Ouais. qu'il y a autre chose à ajouter? Franchement, c'est ce que j'aime le plus dans cette ville. Tu sais, j'aime bien les grandes villes, mais ça va vite, tu vois. Genève, surtout en été, il y a une espèce de calme, une sérénité que j'aime beaucoup. On dit souvent à tous les gens qui nous parlent de Genève, on dit qu'il faut venir, mais il faut venir en été. Exactement. Parce que je trouve la différence entre l'été et l'hiver, elle est... Oh là là, Ça n'a rien à voir. c'est dur l'hiver à Genève, Ouais, l'hiver à putain. Genève, c'est très dur. Et l'été, c'est vraiment un cadeau. C'est De une malade. bénédiction de vivre ici. De malade. Les De malade. lacs, les rivières, De malade. tout. Sur combien de questions est-ce que tu nous as menti? Alors, 0. Je mens pas. Full honnêteté. Full honnêteté. Parfait. Quel artiste est-ce que tu aimerais voir dans ce format? On dit c'est que le cœur. Franchement, moi, je te dirais, peu importe qui de Soleil Vert, hein, de tous ceux qui sont dans le label, que ce soit Cocos, Joe Max, Ngabo. En fait, on partage vraiment ces valeurs de respecter la musique et avoir quelque chose à dire surtout. C'est super important pour nous de
ne pas polluer l'insta des gens pour rien du tout. Et donc je sais qu'avec peu importe lequel de ces gars, ce serait une interview super intéressante. Un big up à tes frères. Big up au frérot. Et à Cocos qui est juste derrière la cam, debout avec C'est. patience, sans olive. Qu'on mange tout. Sorry. Est-ce que tu as une question à nous transmettre que tu trouverais intéressante qu'on pose dans ce format? Ouais. Peut-être une question sur les beatmakers. Je trouve ça intéressant de parler des beatmakers qui sont sur un projet parce que pour en être un aussi, pour avoir fait toutes les prods du projet, je trouve que les beatmakers ils sont rarement mis en avant en général alors que franchement le beatmaker c'est 70% d'un son sans mentir. Donc avec qui est-ce que tu as travaillé comme beatmaker, pourquoi lui, qu'est-ce que tu as recherché, comment vous avez bossé ensemble. Je trouve que c'est super important. Tous les gros projets, tu sens qu'il y a vraiment un lien entre le beatmaker et l'artiste, tu vois. Et Les architectes de la musique. De fou. En vrai, on est toutes les deux très sensibles et très conscientes de la valeur des beatmakers dans le rap. Et on est carrément en train de préparer un format exprès pour eux. Trop lourd, voilà. trop lourd. Mais effectivement, si des fois ils aiment même être dans l'ombre. Oui, c'est ça le truc. Je pense qu'ils méritent plus de lumière. Mais grave. Exactement. Grave, les beatmakers, n'hésitez pas à vous mettre en avant parce que c'est super important. À qui est-ce que tu aimerais faire un big up aujourd'hui finalement? Pareil, un gros big up à tous mes frérots de Soleil Vert, Joe Max, Cocos, Ngabo, bientôt Nkomo peut-être, signez-le. Et ouais, franchement à eux. Magnifique. Merci beaucoup Malcolm. Merci à toi. Partagé. On arrive juste avant la fin du jour. Timing. On va vous montrer d'ailleurs parce que c'est magnifique là-bas. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Pour tes mots. Merci pour la transparence. C'était On dissèque le cœur de Malcolm. Gardez votre cœur ouvert, donnez de l'amour, n'ayez pas peur. Écoutez votre intuition et restez vous-même. C'est tout ce qu'on a à dire. Bisous. Yes, I. Yes. Daf, trop daf. Trop beau. Toi, ça tue. T'as dead, cool. de fou. Et toi? T'as dead. Putain.